Quand on entend qu'une nouvelle équipe de sport pro arrive en ville, on se dit souvent, bon, c'est juste une nouvelle sportive, quoi. Quelques lignes dans le cahier des sports, et puis c'est tout. Mais si c'était bien plus que ça. Les documents qu'on analyse aujourd'hui, ils présentent un projet, pas juste comme une franchise, mais comme une vraie révolution pour une ville. Une transformation urbaine, immobilière, sociale. Alors la question, c'est est-ce que c'est réaliste ou c'est un pari un peu fou? C'est exactement le cœur du dossier. On plonge dans tout ce qui concerne le FC Supra du Québec. C'est la nouvelle équipe de soccer masculin qui va rejoindre la première ligue canadienne, la PLC, en avril 2026. Pour situer les choses, la PLC, là, c'est le plus haut niveau de soccer pro 100% canadien, juste en dessous de la MLS où on trouve le CF Montréal. Et le port d'attache de cette équipe, c'est le Stade Boréal à Laval. Ok, donc notre mission aujourd'hui, c'est de décortiquer cette promesse. On va regarder ça en 3 temps. D'abord l'argent, l'impact sur l'immobilier, l'économie. Ensuite les gens, le rôle social, l'identité du club. Et enfin, la vision d'ensemble. Comment tout ça vient redessiner la carte sportive du Grand Montréal. Pour commencer, il y a une expression dans les sources qui est très forte. On dit que le club serait une ancre urbaine puissante. C'est une belle image, mais concrètement, ça veut dire quoi? On jette l'ancre et après? D'accord, c'est l'idée que le club, c'est pas un projet isolé. C'est le point central autour duquel tout le développement va venir s'accrocher. En choisissant le Stade Boréal, en plus en partenariat avec l'équipe féminine, les Roses de Montréal, on ne fait pas juste construire un terrain de soccer. On crée un pôle, une destination. Les jours de match, tu as des milliers de personnes qui vont toutes aller au même endroit. Mais ce qui est fascinant, c'est que l'effet, il ne s'arrête pas au coup de sifflet final. Cette concentration de monde et d'énergie, ça démarre toute une série de réactions en chaîne. D'accord. Explorons cette réaction en chaîne alors. J'imagine que la première chose qui bouge, ce sont les commerces. Les partisans, ils veulent manger un morceau, prendre un verre avant, après. C'est l'effet le plus direct. Exactement. Et ça, c'est le premier pilier de l'impact immobilier. Le club, il vise une base de 200 à 350 spectateurs par match. C'est vraiment le chiffre clé de leur modèle d'affaires. Pour donner une idée, là, c'est comme si un festival de musique de taille moyenne s'installait dans le quartier toutes les 2 semaines pendant 6 mois. Ça crée une demande immédiate et prévisible pour des restos, des bars, des cafés. Les commerces qui sont déjà là, leur chiffre d'affaires augmente et ça attire de nouveaux investisseurs parce qu'ils ont la garantie d'un public captif régulier. Et hop, la valeur locative commerciale du secteur se met à grimper. Donc, on a les commerces pour les jours de match. La prochaine étape logique, j'imagine, c'est que les gens veulent aussi y habiter pour profiter de cette effervescence-là au quotidien. C'est la deuxième étape, oui. La densification résidentielle. L'histoire nous le montre. Les gens aiment vivre près des pôles dynamiques, culturels, sportifs. Ça donne une âme à un quartier, tu sais. Et c'est là que le projet devient vraiment ambitieux. Les sources sont claires. Le Stade Boréal, pour l'instant, c'est une infrastructure temporaire. Mais le plan à moyen terme, c'est de construire un complexe permanent. Attends une minute. Donc, juste la promesse d'un stade permanent. Même s'il n'y a pas encore de plan, pas de première pelletée de terre, ça suffit à faire grimper le prix des terrains? C'est fou de voir comment juste l'anticipation peut façonner une ville. Puissante que la réalité. L'ambition que le club affiche, ça envoie un signal aux promoteurs que ce quartier-là, c'est un pari d'avenir. Ça met une pression à la hausse sur la valeur des terrains et ça encourage la ville à approuver de nouveaux projets résidentiels, des condos, des logements locatifs pour répondre à une demande qui va venir. Les promoteurs, ils voient pas un stade temporaire, ils voient le centre d'un futur quartier vibrant. C'est fascinant. Mais ça m'amène à une question un peu plus sceptique. Tout ça, ça repose sur la pérennité du club. On a vu des franchises sportives naître et mourir assez vite. Si le club s'effondre, tout ce beau plan de développement, il s'effondre avec. Qu'est-ce qui garantit aux investisseurs que le FC Supra est là pour de bon? Et ça, c'est le troisième pilier. C'est peut-être le plus contre-intuitif. Quand on pense à l'impact d'un club, on imagine les partisans, les maillots Viaca. Mais les sources nous disent que le document le plus important pour un promoteur immobilier, c'est pas le calendrier des matchs. C'est le budget d'opération du club. Et celui du FC Supra, il est annoncé entre 4 et 5 millions de dollars pour la première saison. Et pourquoi ce chiffre est si rassurant? Parce qu'il signale une base financière solide, un niveau de professionnalisme qui va bien au-delà de la simple aventure. Dans une ligue en développement comme la PLC, la stabilité financière, c'est le nerf de la guerre. Ce budget-là, c'est le signal envoyé aux partenaires publics et privés que l'organisation a les rincés solides pour passer à travers les premières années, celles qui sont toujours les plus dures. Pour un promoteur, c'est la meilleure garantie que son investissement immobilier est adossé à un projet qui ne disparaîtra pas en 2 ans. C'est ce qui transforme un pari risqué en un investissement calculé.
D'accord. Le lien avec l'immobilier est clair. La valeur des terrains monte parce que les promoteurs parient sur une économie locale qui va être revitalisée. Justement, parlons-en de cette économie locale. Au-delà des briques, comment cet argent-là se diffuse dans la communauté? Ce budget de 4 à 5 millions, c'est pas un chiffre abstrait qui reste dans les coffres du club, hein. Il est injecté directement dans l'économie locale. On pense d'abord aux emplois directs, les joueurs, les coachs, le personnel administratif. Mais l'impact le plus large, il vient des emplois indirects. Le club, il doit faire affaire avec des fournisseurs locaux pour l'équipement, des agences de marketing, des services de sécurité, des imprimeurs, des traiteurs. C'est tout un écosystème qui se met en place et qui fait vivre des dizaines de PME locales. Et on revient toujours à ce chiffre magique de 500 à 500 spectateurs. Leurs dépenses, elles ne s'arrêtent pas au prix du billet. Non, et c'est crucial. Ces milliers de personnes, elles utilisent les transports pour venir. L'essence, le stationnement, le transport en commun. Elles consomment sur place. Sur une saison complète, cet afflux régulier de dépenses, ça stimule la fiscalité locale avec les taxes de vente. Et ça donne aussi à la municipalité des arguments solides pour demander des investissements pour améliorer les infrastructures de transport. Un meilleur réseau de transport, ça sert pas juste les jours de match, t'sais. Ça profite à tout le monde et ça ouvre d'autres secteurs au développement. C'est le fameux cercle vertueux qu'on espère toujours. Le cercle vertueux idéal, sur papier. Mais on sait que ces modèles dépendent énormément d'une seule chose, que les partisans soient là, match après match. Est-ce que les sources parlent du risque que l'engouement du début s'essouffle? Comment le club pense créer un lien durable avec la communauté, qui va au-delà des victoires et des défaites? C'est là qu'on passe de l'économie à l'humain et à la stratégie la plus audacieuse du projet. Le président du club, Rocco Placentino, il insiste sur un point qui est martelé dans les sources. L'équipe sera composée à 100% de joueurs québécois. Ce n'est pas un détail, ça. C'est le fondement de leur identité. C'est d'une décision forte, je comprends l'idée de la fierté locale, mais est-ce que c'est vraiment assez pour bâtir un modèle d'affaires durable? On sait que dans le sport pro, la victoire, ça passe souvent avant l'origine des joueurs. C'est pas un risque de limiter son bassin de talent comme ça? C'est le pari. Et les documents suggèrent que c'est un pari calculé qui répond à ce qu'ils appellent un besoin pour le Québec de valoriser son propre talent. L'effet recherché, il est double. Premièrement, sur le plan de l'appartenance, c'est très très puissant. C'est beaucoup plus facile pour une communauté de s'identifier à des jeunes de chez nous qu'à une équipe de mercenaires internationaux. Ça crée une connexion émotive qui peut survivre à une saison difficile. Les familles des clubs de soccer amateurs de la région, elles vont plus vouloir venir encourager des joueurs qu'elles ont vus grandir. D'ailleurs, les sources citent le succès du CS Saint-Laurent, dont les dirigeants sont liés au FC Supra, comme un exemple de cet engouement local puissant quand un projet est bien ancré. D'accord, donc le premier effet, c'est l'attachement. Et le deuxième, c'est le développement du capital humain. Pour un jeune joueur de soccer québécois, la route vers le professionnalisme, elle était souvent floue. Fallait passer par l'Europe, les universités américaines. La PLC, avec une équipe locale comme le FC Supra, ça crée un chemin clair et visible. C'est une vitrine. Ça devient un objectif tangible. Je peux devenir pro en jouant ici. Ça élève le niveau de jeu global dans la province. Ça garde les meilleurs talents au Québec plus longtemps. Et ça contribue à l'image d'une région dynamique capable de former l'excellence. C'est un facteur intangible, mais très attractif pour les familles qui choisissent un endroit où s'établir. Donc si je comprends bien, le FC Supra, il ne s'installe pas dans un vide. Il vient comme cristalliser une tendance de fond, renforcer la position de Laval, qui n'est plus juste une banlieue de Montréal, mais un pôle avec sa propre identité. Absolument. C'est une pièce de plus dans un casse-tête qui est en train de se redessiner complètement. Historiquement, le sport professionnel dans la région métropolitaine, c'était Montréal. Le Centre Bell pour le hockey, le Stade Saputo pour le soccer. Point. La carte est en train de changer. Laval accueille déjà la Victoire de Montréal, au hockey féminin, à la Place Bell. Les Roses de Montréal, l'équipe de soccer féminin, elles vont jouer au même Stade Boréal. Le FC Supra ne fait que confirmer cette tendance-là. Ça rend les couronnes nord et sud beaucoup plus attractives. Ce ne sont plus juste des cités dortoirs. Elles développent leur propre vie culturelle, leurs rituels, leur fierté. Ça justifie aussi des investissements en infrastructure à l'échelle régionale, qui ne sont plus seulement concentrés sur l'île de Montréal. C'est une redistribution des pôles d'attraction. Et ça, c'est souvent le signe de maturité d'une grande métropole. Laval ne vit plus dans l'ombre de Montréal. Elle développe son propre centre de gravité. Bon, alors si on résume ce qu'on a vu, l'arrivée du FC Supra à Laval s'est présentée comme bien plus qu'une histoire de soccer. C'est un catalyseur de développement urbain, un projet à plusieurs facettes. On a vu comment il pourra transformer l'immobilier,
injecter des millions dans l'économie locale et, peut-être le plus important, forger une identité forte grâce à ce pari sur le talent 100% québécois. Et le grand défi maintenant, ce sera celui qui est clairement identifié dans les documents, faire la transition. Passer de cette infrastructure temporaire à un complexe permanent. C'est la clé de voûte de tout le projet. Sans un domicile stable et pérenne, l'effet d'encre urbaine, il reste précaire. Tout le potentiel de croissance à long terme qu'on vient de décrire, il dépend de la réussite de cette étape cruciale. Et pour laisser matière à réflexion, les sources effleurent une idée qui n'est pas explorée en profondeur, mais qui est pleine de promesses. Elle parle de la création potentielle de la rivalité Québec-Montréal tant souhaitée dans le monde du soccer. On sait à quel point les rivalités peuvent galvaniser un sport. C'est une pensée finale qui ouvre une toute autre dimension. Au-delà des stades, des budgets, que signifierait la naissance d'une vraie rivalité sportive intra-provinciale pour la culture du soccer au Québec? On a vu l'effet du Canadien nordique au hockey. Une rivalité saine, c'est un moteur narratif incroyable. Ça décuple l'intérêt, ça remplit les stades et ça ancre un sport dans la culture populaire. La vraie question, c'est peut-être celle-là. Est-ce que le FC Supra n'est pas seulement en train de construire un club, mais aussi le deuxième personnage principal de l'histoire que le soccer québécois attend depuis des décennies? La question reste ouverte.